safety. Please avoid these areas. Salut tout le monde, salut Kevin. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Bienvenue dans ce dernier numéro de Classé 18+, parce qu'après la chaîne... Non, c'est bon, on a dit déjà. On arrête avec ça. On arrête avec ça, définitivement. Le dernier numéro de 2015. Voilà, dans lequel il y a beaucoup de choses, notamment les derniers jeux qu'on attendait en fait pour 2015. C'est ça, les derniers gros jeux de l'année, ouais. Exactement, mais vous allez voir tout de suite ça avec le sommaire. On commence avec la critique de Rainbow Six Siege. On continue ce Classé 18+ avec un reportage consacré à XCOM 2. Et on finit avec la critique de Just Cause 3. Mais tout de suite... Les actus. Ah putain. C'est la dernière. C'est la... On commence ces news 18+ avec Dying Light et sa prochaine extension, The Following. Le story trailer nous parle de gens étant apparemment parvenus à domestiquer les zombies, des gens immunisés face à leurs morsures. Un délire mystique que Kyle Crane, le personnage que les joueurs incarnent, devra de toute manière envisager, dans la mesure où cette piste déboucherait potentiellement sur un moyen de sortir d'Aran, cette ville mise en quarantaine à la suite d'une zombie outbreak. L'extension, qui devrait être plutôt massive selon le développeur, inclura évidemment plein de nouveaux éléments de gameplay. Les décors donneront plus dans le rural déjà, ce qui implique des grands espaces. Et pour s'y déplacer efficacement, on pourra conduire des buggy customisables. L'add-on prévoit aussi de nouvelles armes, de nouveaux défis, de nouveaux monstres bien sûr, mais aussi des nuits plus vénères. Compte tenu du taf plus que correct effectué sur Dying Light, on vous avoue qu'on a un peu hâte de voir ce que nous réserve The Following, dont la sortie est toujours prévue pour février 2016. On passe à un tout autre délire maintenant, qui implique tout de même du jeu en ligne. GTA Online truand en col blanc est enfin disponible. Cette mise à jour est destinée à celles et ceux qui veulent professionnaliser, optimiser et monétiser leurs activités illégales. Cette match se pointe avec des nouvelles armes, des nouveaux véhicules, du yacht dans tous les sens et surtout, tout un tas de nouveaux modes de jeu liés au crime organisé. On peut même s'inscrire dans un délire de garde du corps pour le compte d'autres joueurs et ainsi bénéficier de bonus en tout genre. Ce n'est donc pas demain la veille que le jeu sera délaissé par sa communauté, Rockstar fournissant régulièrement du divertissement gratuit dans son GTA Online. Et c'est très bien comme ça. Ce qui est bien aussi, c'est Yakuza 6 annoncé sur PS4, qui se monte un peu plus à travers ce trailer. Une vidéo dans laquelle on voit pas mal de bouches se faire éclater, et donc c'est rassurant. On ne sait pas grand chose concernant le scénar, on sait juste que Beat Takeshi sera de la partie. On sait également qu'une démo de ce Yakuza 6 sera présente dans Yakuza Kiwami, le remake du tout premier, qui devrait sortir le 21 janvier prochain au Japon. Bien entendu, aucune date de sortie occidentale n'est prévue pour le moment, mais dans la mesure où le 5 a fini par sortir chez nous, on peut peut-être envisager quelque chose d'ici 2018. Whitechapel district of London, England. On enchaîne avec du DLC d'Assassin's Creed, centré sur un célèbre tueur en série. Et quand on y réfléchit, c'est vrai qu'il aurait été carrément étonnant qu'Ubisoft ne profite pas de sa Londres pour y placer un Jack l'Éventreur. Les events du DLC se déroulent 20 ans après ceux de Syndicate, et pousseront Evie Fry à partir à la poursuite du psychopathe. Le joueur est d'ailleurs amené à contrôler les deux protagonistes. Un DLC pas vraiment indispensable, mais qui peut s'envisager si on est un die-hard fan de cet épisode.
Si en revanche vous n'avez pas touché à l'épisode Syndicate mais que vous êtes intéressé, on vous invite d'abord à jeter un œil à la critique disponible sur notre service online. I will gut every last one of them if that's the quickest way to you. Jack lures me through the looking glass. It's the Ripper. He's done it again. What happened to these men? Gone. Taken. Dead. Squeal for me. You need to deliver the Ripper's head on a spike soon. How many more must die before you see the truth? There is nowhere you can hide from me. You will not make a monster of me! Welcome to the reunion, Miss Fry. What's in this cave down here? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. On termine ces dernières news 18+ de l'année avec Firewatch. Pourquoi on en parle? Eh bien parce que GameSpot a récemment lâché 20 minutes de gameplay sur le net, comme avait pu le faire IGN en mars dernier. 20 minutes qu'on ne va pas vous diffuser évidemment, parce que c'est pas à nous, mais qui suffisent complètement à renouveler la curiosité qu'on pourrait avoir à l'égard du titre. En parler dans Classic 18+, c'est un style de pari, puisque le jeu ne s'est pas encore vu attribuer de Peggy. Mais c'est vrai que cette situation d'homme seul, évoluant dans les grands espaces naturels du Wyoming, uniquement accompagné de la voix de sa collègue Delilah, peut déboucher sur des situations bien 18+. On en saura de toute manière beaucoup plus d'ici quelques semaines, puisque le jeu devrait sortir sur Xbox One, PC et PS4 le 9 février prochain. Somebody cut the comms. What? I'm out here and the wire is cut clean through. Wait, you're already there? You're not in your tower? No, I'm not. Then who is? Alors, est-ce qu'on discute de Firewatch là? Ouais, mais si tu le permets, juste avant, je voudrais juste en placer une rapide pour Yakuza. Parce qu'on t'en a parlé dans les news. Ouais, ça me fait super plaisir de voir Yakuza 5 arriver enfin en Europe. On l'attendait plus en fait, quasiment. Vraiment. Et il y a le 6 qui arrive après avec le Kitanal. Donc tout ça c'est cool. Voilà, je vais juste en placer une. Non, parce mais que, t'as raison. Plus vaut mieux se mettre bien avec Kazuma Kiryu. T'as pas trop envie de l'avoir du côté de tes ennemis. Bah, Sinon d'une manière la générale. bottine en croco est vite arrivée dans ta bouche en fait, au niveau de Voilà, de ta de ton ton faciès. secteur buccal. Voilà. Voilà, donc non, t'as raison de te mettre bien avec les Comme frérots. ça, voilà. Voilà. En Mais revanche, maintenant, alors, Firewatch. Firewatch. Donc, qu'est-ce que c'est ça? On a presque un petit peu pris le pari d'en parler dans 18+. Dans 18+, ouais, c'est ça. On a eu une discussion avant de tourner cette émission. On se disait, est-ce qu'on le met? Tu vois, ce genre de conférence de rédaction. Ouais. À deux. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait Emery qui disait, ouais, moi je peux. Non, on disait, attends, conférence de rédaction à deux. On travaille. Ouais, parce qu'on se disait, est-ce qu'on le met dans 18+ ou pas? Parce que pour l'instant, le jeu n'est pas ratifié par quoi que ce soit, ni l'ISRB, ni Peggy, ni rien. Voilà. Il n'y a même pas de rating, tu sais, en pending provisoire. Ouais, bien sûr. Seulement, Et il y a même pas d'image. il n'y a pas d'image choquante ni rien. Forcément, dans ce qui ferait dire, bon, non, mais ça, c'est 18+. Ouais. Mais il y a une ambiance, il y a un contexte, il y a un environnement qui nous laisse penser C'est que ça. peut, en tout cas, ces genres d'expériences qui gagneraient à tourner cacao arriver à un moment donné. Ouais, complètement, c'est ça. Ils avaient déjà montré ça dans le premier trailer, qui se terminait par une phase à base de Overwatch. Faut que j'arrête avec ça. Non, ouais, Firewatch. On parle de quelqu'un on incarne un genre de garde forestier, enfin un garde forestier ascendant pompier, Ouais, voilà. dans le parc de Yellowstone, si je me trompe pas, en fin des années 80, 1988. Quand il y a eu Quelqu'un qui plein va là-bas d'incendies. pour un peu se détendre, pour voir de la nature, pour un petit peu se retrouver d'une certaine Ouais. manière. Parce qu'il a aussi toute une histoire avec... il est marié, mais en fait, il est plus marié. Voilà, il est embrouillé avec sa femme, tout ça. Donc, voilà, on te construit ça, un bonhomme. Et C'est ça, et donc il est censé être sur sa tour d'observation, donc Firewatch, Fire, c'est logique. Et donc dans le premier trailer, on le voyait lui explorer, il était tout seul en liaison avec une personne qui s'appelle Delilah, je crois. Et à un moment donné, il y avait un truc où elle parle de la tour, elle parle de la tour, je sais plus ce que c'est les mots exacts, mais un truc à base de, vas-y, fais ça dans la tour. Ouais. Et lui, il dit, mais je suis pas dans la tour. Et elle fait, mais merde, qui est dans la tour? Et tu vois, et c'est ce genre de... Ouais, situation... Ah bon? Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais vu ce truc-là, je m'étais dit, après une séquence de jeu, comme tu dis, plutôt innocente, même assez... je trouve pas le mot, mais...
pas poétique, mais tu sais, les décors, ils sont stylisés, Ouais, c'est très coloré, t'as l'impression que c'est relaxant, en fait, voilà. Bah, finir sur une note comme ça, je trouvais que ça mettait un malaise, mais immense, d'un coup, et c'était super bien réussi. Et dans les phases de jeu, là... les 20 minutes de gameplay, donc, qui ont été... on nous avait déjà montré du gameplay. C'est ça, c'était par IGN en premier, je crois, et GameSpot maintenant, c'est à peu près la même séquence, mais pas tout à fait, en fait. Parce que t'as déjà, ne serait-ce que, t'as des choix, tu peux faire des choix. Donc, ça aussi, c'est très important, la dimension dialogue avec une personne avec qui, a priori, normalement, t'es en permanence connecté. Mais justement, les jeux qui ont envie de te mettre mal à l'aise, qui ont envie de te mettre une pression, ils jouent là-dessus. Bah oui. Avec le truc classique de, t'as plus de communication pendant un moment donné. Et de base, attends, mais qui t'es vraiment? Enfin, voilà. Toutes les questions que tu peux te poser quand t'as pas affaire à quelqu'un qui est en face de toi, quoi. Et qui est quelqu'un dont tu dépends potentiellement. Complètement. Donc, voilà. Toutes ces situations, ces éléments, nous font dire que putain, ça serait vraiment bien que ça tourne mal à un moment donné. Un twist, alors après on peut imaginer plein de twists, un twist à la The Descent par exemple, où t'as des trucs vraiment pour le coup chelous au bout d'un moment qui arrivent, ou un truc plus terre à terre, enfin plus inscrit dans la réalité, mais thriller, flippant, quelque chose comme ça. Et là dans la séquence de jeu, on voit ce truc-là, un peu tu m'en parlais tout à l'heure parce que tu l'as bien regardé juste avant qu'on tourne cette émission, quand il rentre dans la tour justement. Quand il revient au niveau de la tour et qu'il voit sa machine à écrire, il voit sa machine à écrire qui est dehors. Merde, il remonte, l'intérieur a été saccagé. Donc c'est qu'il y a quelque chose, tu vois. Il t'installe pas ça juste pour derrière te faire un jeu avec des puzzles vite fait. Donc il y a une histoire. Et donc comme tu dis, c'est un peu un pari qu'on fait. On se dit, allez, ça sent un petit peu le jeu 18+, ça gagnerait peut-être. Peut-être pas de 18+, ça se trouve 16+, tu vois. Mais en tout cas, je trouve que ça a la gueule d'un jeu plutôt adressé à un public adulte, tu vois. Même ça explore les thèmes de la solitude. Enfin, en tout cas, ça c'est le manifeste un peu des développeurs de Camposanto, si je me trompe pas. Je crois que ça ressemble à ça. Oui, ça ressemble à ça. Il y a Campo, et je crois qu'il y a Santo, donc on va dire comme ça, qui dit nous on veut explorer les thèmes de la solitude, tout ça. Ça a l'air d'être assez adulte. C'est pas des trucs de pré-ado, quoi. Voilà. En tout cas. Et il devrait y avoir une grande importance accordée au choix, tout ça, parce qu'il y a des gens qui ont bossé sur la saison 1 de Walking Dead. De Walking Dead, donc de Telltale. De Telltale, voilà. Et moi en tout cas je suis super emballé par ce jeu. Mais pareil. Je suis content là c'est un peu un prétexte qu'on en ait reparlé parce que la vidéo elle est pas complètement nouvelle. Et en plus, comme tu l'as dit dans les news, on vous la montre pas directement parce qu'elle ne nous appartient pas, mais c'était une occasion d'en parler, voilà. Et puis je trouve ça intéressant ces jeux dont on se demande avant, est-ce que c'est du 18+ ou pas. Tu vois, on fait un petit pari et on verra. Mais moi je pense qu'on est dans le vrai, Kevin. Mais je pense, j'espère aussi. On verra. On verra dans pas très longtemps parce qu'il sort en début d'année prochaine. C'est ça. Il est prévu sur PS4 et Windows aussi. Et ordinateur, parce que pratiquement tous les jeux sortent sur ordinateur. Ce qui est 18+ en vente, et ça c'est sûr, c'est la critique qui vient tout de suite, c'est celle de Rainbow Six Siege. Donc ça c'est. Et t'es bien placé pour le savoir parce que c'est toi qui t'en es occupé. Exactement. Brillamment, si je peux le faire. Merci. Enfin, j'espère parce que tu l'as été. Non, mais elle arrive. Ok. J'ai l'otage. On a l'otage. Amenez-le au point d'extraction. Construit sur les cendres de Rainbow Six Patriots, un projet dont une vidéo avait leaké à l'époque, comme toute bonne production Ubisoft qui se respecte, Rainbow Six Siege débarque en ce début de mois de décembre. Et plutôt que de proposer de la campagne solo classique, comme n'importe quel autre FPS, avec éventuellement un peu de coop histoire de montrer qu'on sait avoir des coups de folie, Ubi a préféré blinder un mode multijoueur qui se prête complètement à l'exercice proposé ici. Le principe est au moins aussi vieux qu'un Counter-Strike, terreau contre anti-terreau, sans possibilité de respawn au sein d'une manche. Une formule efficace qui, comme même le précisait Ubisoft Toronto, génère de la tension, met à l'épreuve l'esprit tactique et incite au teamwork. Le développeur se pointe toutefois avec un certain nombre d'idées pour varier les kiffs. On trouve ainsi 3 types de situations dans ce Rainbow Six. De l'otage à délivrer, des explosifs à désamorcer ou de la zone à sécuriser. Ça, c'est du point de vue du groupe d'intervention attaquant. Les défenseurs auront évidemment pour mission de faire tout le contraire. La première originalité se remarque avant même d'être sur le terrain et se situe au niveau de la sélection de votre personnage. À la différence de plein d'autres FPS, on choisit ici un perso en particulier, appartenant à un de ces groupes d'intervention populaires type FBI, Spetsnaz, SAS ou encore GIGN évidemment.
Certains sont assaillants, d'autres défenseurs. Ces persos disposent chacun d'une compétence propre et d'un équipement personnalisé. Smoke des SAS est par exemple le seul à pouvoir se servir de gaz pour neutraliser l'ennemi. Alors que Twitch, du GIGN, possède un drone spécial pouvant stunner. Il est d'ailleurs impossible d'avoir 2 fois le même perso dans une team. Il faut donc veiller à son équilibre lors de la composition, histoire de ne pas se retrouver par exemple avec que des gros tanks, incapables de réagir efficacement dans certaines situations. Le deuxième aspect plutôt original du jeu intervient lui aussi avant que les choses sérieuses commencent. Avant chaque manche, les 2 équipes disposent d'un peu de temps pour préparer l'assaut ou la défense. Les attaquants, tous équipés de drones standards, sont chargés de vite localiser les positions ennemies et les objectifs principaux. S'ils échouent dans cette dernière tâche, cela leur fait au mieux perdre des secondes, le temps de trouver l'objectif alors que la partie a commencé. Et au pire, avancer à l'aveuglette, ce qui n'est pas vraiment conseillé. Les défenseurs, eux, doivent utiliser ces secondes pré-match pour fortifier leur zone en renforçant des parois, en installant des pièges ou en barricadant des accès potentiels. Le tout en veillant idéalement à bien shooter les drones un peu trop curieux. Une fois cette phase terminée, on lance les hostilités, en essayant d'évaluer côté attaquant la meilleure approche. Et le Real Blast Engine d'Ubi Toronto en permet un certain nombre. On peut ainsi défoncer tout un tas de parois, sol et plafond inclus, pour se créer un nouvel accès ou tout simplement une ligne de tir sympathique. Une feature qui change de manière dramatique la façon dont on envisage le FPS multi. S'il est toujours important de connaître ces maps, un peu plus d'une dizaine ici, la situation peut changer du tout au tout en fonction de l'approche choisie et des accès créés. Le résultat, c'est qu'on a l'impression de vivre des scénars pas vraiment identiques d'une partie à l'autre, et ça c'est un bon point. Faire sauter un mur, balancer derrière une flashbang, et neutraliser tout individu suspect en passe d'entraver la bonne réalisation de l'objectif initial, fait partie des kiffs principaux de ce jeu. Ça, et parler comme un militaire aussi. Ceux qui recherchent du scénario comme dans du Tom Clancy classique vont en revanche être déçus. Encore une fois, on ne trouve pas de campagne ici, tout juste un contexte, avec Angela Bassett, la chef, qui nous explique qu'on a désormais affaire au White Mask, un groupe terreau qui sème le chaos. L'équipe Rainbow doit se tenir prête. Le jeu vous proposera ensuite une dizaine de situations solo qui servent en réalité de tuto pour vous préparer à l'expérience Siege. Il existe enfin un mode chasse aux terroristes, basé entièrement sur la coop. Vous et 4 autres joueurs pouvez ainsi essuyer des vagues de méchants ou remplir des objectifs aux difficultés paramétrables. Toutes les actions que vous opérez sur le terrain, excepté le Friendly Fire, vous rapportent des points de renommée. Ces derniers servent principalement à débloquer des nouveaux skins pour votre matos. On peut aussi les dépenser pour acheter de nouveaux persos parmi la vingtaine disponibles, ou bien customiser les armes à base de lunettes et de silencieux. Il est d'ailleurs très agréable de constater qu'il n'y a pas vraiment de course au matos ici. Pas besoin de faire 300 frags avec le M14 pour débloquer le M16. Un joueur débutant sera ainsi presque aussi bien stuffé qu'un vétéran. Donné tel quel, Siege tient très clairement les promesses faites depuis qu'Ubi communique dessus. On prend énormément de plaisir, en particulier entre amis, à monter des assauts ou à défendre des zones avec nos skills bien sûr, mais aussi un peu de créativité. Techniquement, l'ensemble est en place et le online plutôt stable, même si on n'est jamais à l'abri de quelques bugs ou impossibilité de se connecter. La durée de vie et l'intérêt du jeu résideront donc dans sa capacité à proposer du contenu frais, régulier et idéalement gratos, afin de divertir les possesseurs et rameuter en permanence des nouveaux joueurs. Voilà, donc bon, fun, bien fait, particulièrement intéressant quand t'es avec des gens que tu connais, quand t'es dans une team, voilà, de qui t'es proche. Voilà. Après, est-ce qu'il fallait le vendre à 60 € pour uniquement une expérience au final, uniquement multi, tu vois? Ouais, ça se fait de plus en plus. Ouais, mais ça fait partie des questions qu'on peut se poser, et qu'il est bon de se poser d'ailleurs d'une manière générale. Je pense vite fait pour ça, je pense que ça devient établi. Tu vois, il y a de plus en plus d'éditeurs ou de jeux qui sortent, d'éditeurs qui sortent des jeux à plein pot, quoi, au prix à peu près normal pour des expériences online. Parce que, ça devient admis un petit peu, tu vois. Que, tu sais, ces histoires ça commence aussi par les FPS, les Call of Duty et les Battlefield annuels, enfin, presque annuels, dont à chaque fois tout le monde disait, oui, bon, tu joues au solo, mais t'es surtout pour le multi. C'est ça, et d'autres trucs qui font que bon, mais maintenant, Mais au moins, tu vois, il y avait un solo, tu prends, il y avait par exemple, mais là, il pourrait te dire, oh, il y a des petites missions. C'est vrai, c'est les situations, en fait, mais où c'est du tuto. Tu prends un Black Ops ou même un Battlefield,
il y avait un effort, bon je prends les Call of en particulier, il y avait un effort sur le solo, on sortait du Spacey, et puis on sortait même du Malkovich avec dans le truc zombie et tout. Donc tu vois, même si après c'était pas des trucs que tu kiffes forcément, dans lesquels tu prends beaucoup de plaisir. Moi, il y a plein de solos de Call of ou de Battlefield dans lesquels j'ai pas pris du tout de plaisir. Mais les mecs, ils avaient travaillé. Oui, il y a du coup, ils peuvent venir derrière en disant 100 €, s'il vous plaît. Vrai. Là, on te fait un truc qui est bien ficelé en multi, mais c'est que du multi. On t'installe des ambiances et moi je trouve que c'est original, c'est très sympa. Enfin, original. En tout cas, c'est très sympa comment ils t'installent des personnages. Tu vois, chaque personnage avec Twitch, GIGN, GSG, SAS, tout ça, moi je trouve ça sympa. Mais plein de lettres. Voilà, c'est que des lettres de groupuscules. Mais voilà, tu vois, il n'y a pas d'histoire. Je ne sais même pas si ça aurait été bien une histoire. Je ne sais pas si on aurait pris du plaisir, mais en tout cas là, il n'y en a pas. Moi, ça me choque. En tout cas, moi, ça me choque pas spécialement le fait de dire. Le jeu est comme ça, enfin tu vois, c'est comme ça qu'il s'apprécie, c'est comme ça qu'il a été pensé. Bon 60 € parce que c'est le prix des jeux. Ouais, mais je veux dire, tu déduis le scénariste là, t'en as pas eu besoin. Ouais, c'est vrai. Tu déduis le scénariste. Et tu vois que tu m'as dit ça en prenant un peu de recul et je me sens convaincu là. Je me sens convaincu parce que. Tu vois, je suis content d'avoir eu cette discussion. Effectivement, non, voilà, t'as pas de scénariste, tu baisses ton jeu. C'est tout. Écoute, en tout cas, c'était une question à poser. Et des questions à poser, il va en être question. Dans l'ITV de Pete Murray, donc qui bosse chez Firaxis, et que j'ai pu rencontrer à l'occasion d'une session de hands-on sur XCOM 2, un jeu qui branche. C'est à bout d'un moment, tu vois, je vais pas la jouer. Il semblerait à ce, non, ça te chauffe. Il me branche, donc j'y ai joué. J'en avais parlé dans l'hebdo JV, et là on va voir l'interview, donc Pete Murray, donc voilà, appréciez s'il vous plaît. On est gaillé. Bénéficiant d'une aura positive auprès de beaucoup de joueurs, anciens comme nouveaux, notamment grâce à son excellent reboot sorti en 2012, la série XCOM s'apprête à sévir une nouvelle fois sur le terrain de la stratégie. Développé par Firaxis Games, le studio entre autres responsable de tout ce qui est estampillé Sid Meier, XCOM 2 propose un scénario What If, qui part du principe que la cellule XCOM a perdu la guerre durant les événements de Enemy Unknown. Des années plus tard, l'envahisseur est définitivement installé et la population est gardée sous contrôle avec la collaboration des États. Alors qu'on la croyait dissoute, la cellule XCOM continue de mener son combat, en mode rebelle cette fois-ci. Save our world. Time is short, Commander. Un contexte qui implique tout un tas de nouvelles mécaniques de jeu, comme nous l'explique Pete Murray, marketing manager et producteur associé chez Firaxis. In XCOM 2, XCOM has gone from being this big international, well-funded military unit to a resistance organization. You're on the run. You're very much up against the odds in this case. So even your headquarters, instead of being one place, you're flying the Avenger around the world. You have this huge flying headquarters that you've taken an alien ship and you've turned it into something that your troops can use as a base and a launching platform and all this stuff. But even once you go into the battlefield, we've introduced a mechanic that's really cool, concealment. And it's a way to kind of indicate the fact that XCOM can pick the moment that they start the fight with the aliens. The aliens don't always know where you are at the start of a mission, so they'll patrol around looking for you because they think you're in the area, but they won't know exactly where you are, as long as you're in concealment. Once you break concealment, because the aliens can see you, or because you jumped through a window, or you've opened fire, or you stood underneath the surveillance tower, they're gonna know, and they're gonna wanna come and attack you. Going loud. So you can do some cool stuff, like you can set up an ambush. Say you see an alien patrol moving across the environment. You can put your soldiers on Overwatch and have the last guy take a shot. And as the aliens start to scatter, your troops will pick them off as they run. It's a very clever way, it's a very strong way to start the fight, and it really gives you this feel of being this kind of underground movement. Depuis les premiers épisodes, la série propose deux aspects sur lesquels les joueurs peuvent prendre du plaisir. L'aspect tactique évidemment, que l'on retrouve durant les combats, mais aussi la stratégie, cette partie où le joueur est amené à gérer des ressources et à prendre des décisions. Sur ces deux points, XCOM 2 se pointe avec de nouvelles idées. In Enemy Unknown, we had an AI that kind of ran the aliens on this. We still have an alien AI in XCOM 2. It's doing two things. First of all, on a tactical map, it's looking for you. And so it's controlling the behavior of the Advent troops and the aliens. And they're not stupid. If they see they're about to get overwhelmed, they'll run and they'll look for friends. So maybe you were playing today and you might have had a situation where an alien
He's with some Advent troopers. The Advent troopers go down. The alien will fall back, especially if he can see, 3 or 4 guys. He'll fall back and he'll look for another pod of aliens to bring to the fight with them. And sometimes you can see that. I was playing in The Office, and I had one character who was still in concealment. So the rest of the squad was all revealed, but this guy was still in concealment. Saw this sectoid run away, and my ranger chased after him. And I saw the sectoid meet up with a group of them and come back to fight the big body of troops, and my ranger was able to pop out and ambush them too. So it definitely goes into that. On the strategy side, the aliens are pursuing their own goals as well too. They have something they're working on called the Avatar Project. That's ongoing through the course of the game. You can kind of slow it down, you can disrupt parts of it, but you're never able to stop it entirely. And so there's all these moments of tension where you're looking at the world around you. You might see, if I spend 7 days over here, I can get some recruits for free. Maybe there's a big cache of supplies that you could get to that would give you some resources to outfit your troops. But maybe you don't have 7 days. Maybe in 7 days, the aliens are gonna make one step closer to that project. It's going to put you on the wrong side of the curve. It's like, I really want these things, but I've got to stop the Avatar Project. So it's always this great tension on the strategy side. I've heard enough. Signal Gatecrasher. Take it down. Mettre le joueur sous pression et lui imposer des deadlines contribue très clairement au charme de la série. Mais les équipes de Firaxis ne se sont pas contentées d'améliorer l'IA et de faire une base volante. Des tas de nouvelles features feront leur apparition dans XCOM 2. We really wanted to take the parts we liked about XCOM and make them a lot stronger. So soldier classes, they've got new abilities. The aliens, there's a lot more of them. Their abilities are all based around kind of disrupting your plans. So the Viper will pull your guy out of cover and then bind them up. They'll choke them up, and then you have to take a shot to get the Viper to loosen them up so you can rescue that soldier. The Berserker will come and it'll break a wall down. Aliens will barrage areas so you can't go there. It's very much about taking your tactical plan and messing it up entirely. By the same token, your soldiers have some really, really cool abilities. So I was talking about that ranger earlier who's chasing down the sectoid. He actually has an ability where he can go back into concealment at some point. So the aliens will lose track of him and he'll be able to launch another ambush on his own. So that's the example of a kind of a cool ability. And it's putting these pieces together and having a lot of these pieces that are what we really wanted to do with XCOM 2. But especially, we have the ability now where we can create maps from procedural elements. So we have almost millions and millions of map combinations. So in a city center, one guy might see an Advent gene therapy clinic, another guy might see, or the same player on another playthrough might have a cafe there. We can change the elements that are in the streets. There's a lot more stuff that goes on the map. You can't memorize them anymore. So it's giving people more of what they want about XCOM. Des nouveautés à première vue plutôt inspirées donc, dont certaines proviennent directement des feedbacks que l'équipe a pu récupérer durant le développement. XCOM, encore une fois, bénéficie d'une communauté non négligeable, ce qui, du point de vue de l'équipe, peut éventuellement rassurer quant à un succès potentiel, mais qui implique également un certain nombre d'attentes à combler. There's definitely pressure. And when we were doing XCOM Enemy Unknown in 2012, when we'd announced we were kind of revisiting XCOM, there was a lot of people going, hey, that's awesome, don't screw it up. It was definitely something that we all felt. We're all big fans of the game too, and you don't want to make a game that's fun for you, but not fun for everybody else to have too. So for XCOM 2, what we've done is we've looked at the things people said about XCOM. This was great, I loved it. There weren't enough maps, we need more maps. Like, okay, procedural map system, gotcha, It was cool, put modding in next time. Like, okay, we'll make modding, a bigger part of it this time around. The characters are cool, but I never use this skill. It's like, okay, we'll find something else to put in that skill tree at that point. We tried to listen to what people said about the game, and then we tried, the elements we wanted to bring to it, and we wanted to find something that we thought felt really cool for us, and we're hoping other people have that experience this time around too. It certainly feels fun to me. I go in every day, I download the latest build, I play it 2 missions longer than I should be playing it, and I don't get my work done, which is always a good sign that the game is getting there. C'est vrai que le fait d'être en retard dans son boulot parce qu'on a trop joué la veille est une excellente unité de mesure. On est clairement enthousiaste concernant cet XCOM 2, d'autant que la séance d'interview avec Pete s'accompagnait d'une petite session de jeu bien sympathique. Disponible en février prochain, on a évidemment hâte de passer du temps sur cette suite, même si l'on est triste pour les joueurs consoles qui, à ce jour, n'ont toujours pas eu ne serait-ce qu'un petit indice quant à une éventuelle sortie sur leur plateforme. Welcome back, Commander.
Voilà, bon, ben, j'ai envie d'y jouer. Tout simplement. J'ai envie d'y jouer en toute simplicité, donc ça sort en début d'année sur PC. D'ici là, j'espère que la combinaison des astres et de la chance et du Père Noël fera que j'aurai une bécane. Ah oui, d'accord. Ok. Une bécane de compétition pour faire tourner tout ce que je veux dessus. Donc voilà, je vais essayer d'y travailler en tout cas. Et si c'est pas possible, abonnez-vous aussi. Voilà, abonnez-vous si oui, pour le coup. Et puis si c'est pas possible, j'attendrai une date de sortie sur PS4. C'est un appel que tu lances un petit peu comme ça. Si d'aventure vous aviez envie de sortir votre jeu sur PS4. Si tu me regardes. Vous avez un acheteur, visiblement. Voilà. c'est pas une préco parce que vous savez qu'on n'est pas dans ce game-là, mais c'est une promesse. C'est une intention d'achat. Avec le cœur. Voilà. On va parler de quoi maintenant, Kevin? On va parler de Rico Rodriguez. Tu connais Rico Rodriguez? Je connais Rico Rodriguez. Il est brun. Oui, brun, un petit peu une barbe de 2-3 jours. Voilà, c'est ça, exactement. Bien foutu. Ouais, exactement. Et il fait tout péter, tout le temps. Oui, c'est vrai. C'est ça, et on va parler de lui parce qu'on va parler de Just Cause 3, jeu dont il est le héros, finalement. Ah, c'est très bien ça. Bah ouais. C'est Oum qui s'est occupé de la critique, on regarde ça tout de suite. Après un premier épisode relativement discret sorti en 2006, Just Cause a dû attendre 2010 pour définitivement se faire un nom. Bien plus abouti, Just Cause 2 parvenait enfin à allier un gameplay solide au concept débridé, imaginé par les Suédois d'Avalanche Studio. Au même titre que Saints Row, Just Cause fait en effet partie de ces séries en open world qui ont opté pour la déconne. Rico Rodriguez, le héros, n'a en effet rien d'un enfant de cœur. Plutôt que de régler les conflits de manière diplomatique, ce BHL de terrain préfère employer les armes pour mettre à mal les régimes dictatoriaux et tout ravager sur son passage. Avec Just Cause 3, les choses n'ont pas tellement changé. Et malgré les 5 années qui le séparent de sa précédente mission, Rico n'y a pas gagné en sagesse, et encore moins en finesse. Rico Rodriguez est de retour, né dans le brasier qui a fait naître mon règne. Bientôt, le monde connaîtra toute l'étendue de mon pouvoir. Il m'offre l'occasion parfaite pour une démonstration. Pour sa troisième aventure, Rico Rodriguez fait son retour au bercail, sur l'archipel fictif et méditerranéen de Médicis. La ville de Costa del Porto. Mais malheureusement pour lui, les choses ont bien changé depuis sa prime jeunesse, et les retrouvailles ne se passent pas tout à fait comme il les avait prévues. Probablement parce que ses concitoyens ne se sont pas mobilisés pour voter au régional, le pays a fini par tomber sous le joug du général Di Ravello, un dictateur à moustache sorti tout droit des années 80. N'écoutant que son sens de la justice, Rico va évidemment tout mettre en œuvre pour supprimer cet intrus et rétablir par la même occasion la démocratie sur les îles de son enfance. Vous l'aurez compris à l'énoncé de ce pitch, Just Cause 3 n'est pas le genre de jeu qui mise sur son scénario. Accélère, Rico! Pas bien inspiré et volontiers cliché, ce dernier sert simplement de prétexte pour faire revenir Rico aux affaires. La mise en scène sans relief, le manque de charisme des personnages et la qualité des dialogues sont autant d'éléments qui viennent confirmer cet état de fait. Tu tires partout, tu joues à la guerre, et c'est nos maisons qu'ils brûlent. Écoute pas ce vieux type. À l'instar de ses prédécesseurs, Just Cause 3 se veut un sacré foutoir, ce qui tombe finalement plutôt bien, car c'est principalement ce qu'on lui demande. Au risque de se répéter, Just Cause 3 s'inscrit complètement dans la lignée des 2 premiers épisodes. Il faut donc comprendre que Rico est lâché sur un terrain de jeu immense, dans lequel il est à peu près libre de se déplacer comme bon lui semble. Mais pourquoi? Que ce soit à pied, à bord d'un 2 roues, d'un 4 roues, aux commandes d'un bateau ou bien d'un hélicoptère, tous les moyens sont bons pour se rendre sur les lieux de son prochain massacre. Comme toujours dans la série, la conduite laisse un peu à désirer. Mais si cet aspect n'a pas été peaufiné, c'est surtout parce qu'il est possible de se passer des nombreux véhicules proposés pour se déplacer par ses propres moyens. En effet, notre héros est une nouvelle fois équipé d'un grappin et d'un parachute, ce qui lui permet de traverser très rapidement les décors, sans avoir à se trouver un moyen de locomotion, et surtout, sans avoir à suivre les routes. À ce duo emblématique de la série s'ajoute désormais une wingsuit. Une fois déployée, cette dernière permet de fendre les airs et donc de couvrir de grandes distances sans avoir à mettre le pied à terre. Pas dégueu cette wingsuit. Le déplacement s'avère donc particulièrement plaisant, surtout quand on arrive à combiner ces 3 éléments. En termes d'exploration, Just Cause 3 remplit clairement sa part du contrat.
Le level design est de qualité et n'hésite jamais à jouer la verticalité. Les décors sont assez réussis dans l'ensemble et la map compte suffisamment de choses à faire pour nous encourager à sortir des sentiers battus. Le souci, c'est que l'action qu'il propose manque cruellement de variété. Ici, il est essentiellement question de libérer des villages et de saccager des bases militaires. Des activités auxquelles on s'adonnerait avec plaisir s'il n'était pas systématiquement question de détruire le même type d'installation. En fait, dans Just Cause 3, il faudra exploser des dizaines de générateurs, de réservoirs, de transformateurs ou d'antennes, ce qui rend l'expérience particulièrement redondante. C'est d'autant plus vrai qu'il est impossible de compter sur une minimap pour s'orienter et qu'il faut donc passer par les menus et placer un point de passage pour essayer de se repérer. Après les premières heures de découverte, l'amusement finit donc par s'estomper, surtout que le jeu impose ses séquences de libération pour débloquer l'accès aux missions liées au scénario. Autant dire que la progression se montre fastidieuse, d'autant que ces dernières, différentes mais généralement guère plus inspirées, n'arrivent jamais à donner un second souffle à l'aventure. En fait, pour être apprécié à sa juste valeur, Just Cause 3 doit s'envisager comme un jeu apéritif. Un jeu que l'on s'amuserait à grignoter par sessions pas trop longues, durant lesquelles on libérerait un village ou deux, histoire de débloquer de nouvelles armes et des véhicules à se faire livrer, ainsi qu'une poignée de défis, type course de vitesse, épreuve de parachute ou de wingsuit, qui serviront à s'offrir différentes améliorations. Car dans l'absolu, Avalanche Studio accouche ici d'un jeu amusant. Son action incessante, son héros virevoltant et la nouvelle feature du grappin, qui permet de relier deux objets avant de rétracter le fil pour les faire entrer en collision, sont autant d'atouts qui parviendront à séduire les joueurs à la recherche d'un titre sans prise de tête. À condition de l'aborder à la manière d'un bac à sable bébête et décomplexé, l'archipel de Medici offre un terrain de jeu gigantesque, le contenu garantit une durée de vie massive et le combo grappin parachute wingsuit offre une liberté de déplacement grisante. Seulement voilà, avec ce troisième épisode, les gars d'Avalanche Studio se sont un peu trop reposés sur leurs acquis pour convaincre les joueurs à la recherche d'une vraie aventure. On ne s'attardera pas sur la narration et la campagne principale, volontairement reléguée au second plan. Non, ce qui gêne ici, c'est l'incroyable redondance dans laquelle semble avoir été moulé le jeu. Libérer un village et mettre à sac un camp militaire, si possible en faisant tout péter, sont les deux activités qui tournent en boucle tout au long de la progression. De quoi se lasser assez rapidement, d'autant qu'il faut ajouter à cela des gunfights qui manquent de patates et une IA qui n'autorise que les approches bourrines. L'absence de multijoueur n'arrange rien, alors que la communauté avait montré la voie en développant un excellent mode pour la version PC de Just Cause 2. Et pour peu que vous soyez intransigeant face aux problèmes techniques, cet épisode vous offrira de nombreuses raisons de l'abandonner en cours de route. Entre un framerate qui peine à se maintenir à 30 fps, des temps de chargement horriblement longs dès qu'on lance une mission ou un défi, et une prise en main brouillonne, notamment quand on veut quitter un véhicule ou une tourelle, le bilan technique est en effet largement perfectible. Rico, le repas va être froid. Mais Miss impatiente, faut que tu te grouilles. Bon bah ouais, Just Cause 3, on en avait parlé pas mal ensemble avant la sortie du jeu, avant même qu'on puisse le tester un petit peu. Il nous chauffait pas mal, parce qu'il y avait ce côté, ça explose, grappin, wingsuit, explosion. C'est un trio pas dégueulasse. Ouais, a priori, t'as envie de rentrer dedans. Voilà, c'est ça. Bon, malheureusement, ça a pas l'air fou. D'après Hung, en tous les cas, et on a pu le constater quand il est venu faire de la saisie un peu, c'est que tu dois toujours faire la même chose. Enfin, c'est toujours, ok, tu fais exploser plein de trucs et tu peux le faire au grappin, au wingsuit, ce que tu veux, en moto, en avion, en quad, ce que tu veux, mais ça va toujours être, détruis ce relais de communication, détruis ce truc, détruis cette base. C'est... je sais pas, c'est un peu dommage en fait, c'est un peu dommage. Après, un des buts du jeu, j'ai l'impression, en tout cas, comme l'ont conçu les devs, j'ai l'impression qu'ils avaient peut-être anticipé ce délire de typiquement ça c'est un jeu à stream, tu vois. Voilà, pour les gens sur YouTube ou autre part. Tiens, regarde, je fais un truc rigolo avec le grappin. Moi par exemple, je partage un truc que j'ai eu, c'est idiot mais bon, du coup maintenant le jeu est sorti, t'en vois plein des vidéos sur Just Cause 3. Voilà, j'ai vu un mec qui s'amusait à envoyer le grappin sur la tête d'un personnage, d'un PNJ, tu vois, et envoyer l'autre bout de son grappin sur la zone... sur la zone érogène. Sur une zone érogène. Et voilà, comme ça. Et du coup, avec le truc, avec une dimension ragdoll, voilà. C'est con, c'est très con. C'est débile. Mais voilà, c'est ça qui fait des vues aujourd'hui. Donc, et pas les émissions comme on en fait. Non, c'est ça qui est triste. Mais c'est pas grave, on reste fort. Enchaîne parce que... c'est un petit peu triste, mais effectivement, je trouve ça très juste ce que tu dis sur le côté jeu à stream. Enfin,
Ça se fait. Bon, il se trouve que Just Cause était déjà parti dans le n'importe quoi avant, donc bon, c'était peut-être pas, c'est peut-être un peu abusif de les accuser de ça, eux particulièrement, d'autant qu'il y en a qui le font de manière encore plus ostentatoire. Non, mais on fait ce jeu-là. C'est vraiment, s'il vous plaît, faites des streams dessus, vous verrez, vous ferez semblant d'avoir peur, et puis vos viewers ils seront contents, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté-là, quoi. Le jeu popcorn, c'est peut-être la meilleure utilisation de ce terme, truc popcorn, tu vois, parce que c'est le truc que tu vas regarder, qui est presque plus plaisant à regarder qu'à jouer. Mais en fait, c'est presque, en fait, c'est ça, c'est un point important ce que tu viens de dire, parce qu'à jouer, il y a des phases, clairement, on l'a eu en main dans des versions qui étaient quasi définitives. Et puis là, un peu, j'avais plus un peu le mal prendre en main quand on l'a testé. Et il y a des phases où tu prends pas beaucoup de plaisir. Mais en revanche, effectivement, voir une vidéo où un mec s'amuse avec son grappin à accrocher des gens aux pales d'un hélicoptère. Oui, voilà, ce genre de truc. Et truc, à faire ton hélicoptère, bon, c'est rigolo. Toi, c'est rigolo. Ouais. Voilà. C'est ça. Donc effectivement, tu prends peut-être plus de plaisir à regarder qu'à y jouer. Après, c'est pas dégueulasse non plus, hein, ça se joue, tu vois, c'est pas, il y a des jeux bien pires que ça, mais on pouvait, peut-être en espérer un peu plus sur un jeu qui a un peu plus de consistance, en fait. Pour moi, c'est ça peut se résumer en disant, mais ça manque peut-être de consistance. Tu sens que les développeurs s'attendent à ce que tu fasses un peu n'importe quoi dedans, et donc, le scénar, on s'en fout un petit peu, les missions principales, c'est un peu toutes les mêmes, parce que de toute façon, vous allez faire n'importe quoi avec le grappin, et c'est ce qu'on attend. Ouais, mais et puis après, faut être quand même apporter quelque chose. C'est sûr. Si t'es pas dans le mood, je vais faire n'importe quoi. Bon, ça peut être bizarre. Maintenant, ne serait-ce que dans Just Cause 2, moi, au bout d'un moment, quand j'ai découvert, faut faire l'émission, au bout d'un moment, j'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme n'importe quoi aujourd'hui ? Peut-être qu'à force d'y jouer, si c'est vraiment ton délire, dans Just Cause 3, tu peux rentrer dans ce mode-là, et là, auquel cas, mais t'as un maximum d'outils, t'en as beaucoup plus que dans le précédent, pour faire un petit peu ta sauce de n'importe quoi. C'est vrai. Donc voilà, bon écoute, on espère que de toute manière, il y aura des jeux bien plus aboutis en 2016. Et des jeux avec du multi, d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'était une sorte de promesse dans le 3 du multi. C'est pas vraiment le cas. Parce que après le 2, qui manquait cruellement de multi, et dont la communauté avait développé un mode multi, c'est super complexe à faire. C'était compliqué. Et il l'avait fait, Square Enix, Avalanche ou Square Enix, en tous les cas, éditeur et développeur à la fois, avait dit « Ah ouais, c'est chouette, on prend ça en compte pour le 3 ». Ils l'ont pris en compte et ils ont dû dire « Non, mais en fait... non. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard, voilà. C'est un peu dommage. Écoute, comme je disais, j'espère qu'en 2016, on aura des jeux vraiment que, pour le coup, qui arriveront qui feront tomber les bras. Voilà, c'est ça. qui nous prendront les mots pour nous dire non, regarde, en fait, tu te tais parce qu'il est très bon ce jeu. Parce qu'il est très bon ce jeu. Voilà, c'est ce qu'on espère pour 2016 d'une certaine manière. On peut attendre d'ores et déjà, là, il y a quoi ? Il y a le Far Cry Primal, donc qui sortira un peu en début d'année. Le Firewatch, donc on ne sait pas si ça va être 18+ ou pas. Le Dark Souls 3. Évidemment. Qui sera peut-être 16+ aussi. Qui sera peut-être 16+, peut-être. Et plein d'autres, évidemment, là, je cite un peu du chapeau. 2016, va y avoir des jeux. Il va y avoir des jeux 18+. Ouais. Et ça, c'est une promesse. Ça, c'est une promesse. Ça, on s'y engage. Ça, tu notes. 2016, on touche du faux bois, du lino, imitation bois, donc ça veut dire quelque chose quand même. En 2016, jeu 18+. Ouvre ton bloc-notes, note-le, dis Medoc et Moguri, ils ont dit ça, on va voir. Tu vas voir. Voilà. En attendant, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On vous retrouve évidemment en janvier 2016. En janvier 2016, pour reparler de l'actu 18+, tous ensemble, le dimanche soir à 22h30, comme d'habitude. Ça fait plaisir. Bonne fête à toutes, bonne fête à tous. Et à l'année prochaine. Excellente conclusion, putain. Salut.